Bonjour à tous. Donc oui, je me présente, moi je m'appelle Olivier Dury, je suis psychologue clinicien et docteur en psychologie et si je viens vous parler aujourd'hui, c'est parce que je suis aussi spécialisé moi sur tout ce qui touche en fait à la question des écrans. À savoir que à la base, moi je me suis spécialisé sur la question de l'intérêt que peuvent avoir les jeux vidéo en tant qu'outil de médiation thérapeutique. Donc pour faire simple, moi je me sers des jeux vidéo pour soigner. Et en rentrant en fait dans ce monde-là, dans cet univers, par cette porte-là, j'ai commencé à me spécialiser aussi sur la question des impacts que peuvent avoir les écrans sur le développement de l'enfant, de l'adolescent, etc. et sur les relations familiales ou autres. Alors, là, l'idée, c'est de ne pas parler beaucoup, hein. On m'a dit que j'avais à peu près trois quarts d'heure. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez raccourci parce que l'intervention que je fais aujourd'hui, c'est généralement sur une formation de 16 heures que je la fais. Donc, vous inquiétez pas, vous serez forcément couché avant. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut dire sur la question des écrans. Et on m'a fait un petit résumé de ce qui vous a été dit ce matin. Et moi, j'aimerais bien qu'on rebondisse aussi un petit peu dessus. Pourquoi j'aimerais qu'on rebondisse un petit peu dessus? Parce que ça me paraît quand même important d'entendre une chose aujourd'hui quand on parle des écrans. C'est que très souvent, quand on parle des écrans, on entend beaucoup en fait les discours qui vous parlent de ce qui ne va pas avec les écrans, de ce qui fait peur, de ce qui angoisse. Et ça, c'est normal parce que ça marche bien, les discours qui angoissent. Et le problème, c'est qu'avec ce genre de discours, des fois, on entend même des trucs qui peuvent aller jusqu'à l'ânerie la plus immense possible, hein. On ne va pas parler de... si parlons-en un petit peu, il y a 3 ans, par exemple, on a eu certains professionnels qui ont raconté des âneries pas possibles, comme quoi il y avait un lien entre surconsommation d'écran à l'enfance et troubles du spectre de l'autisme. Donc moi, ça fait 8 ans que je bosse dans l'autisme, j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là d'ailleurs. Je peux vous dire que s'il y avait un lien avéré, on le saurait. En fait, non, le truc, c'est que le lien, il est plutôt inverse, et ça veut dire que les jeunes qui présentent des troubles du spectre de l'autisme sont plus attirés par les écrans, pour plein de raisons en lien avec l'autisme en général, mais qu'une surconsommation d'écran ne rend pas autiste, ça déjà, c'est clair, net et précis. Donc en fait, quand vous entendez des fois des discours un peu trop alarmants, comme par exemple, il y a pas mal d'anglo-saxons qui vous parlent des écrans en faisant le parallèle avec les drogues dures, vous pouvez vous dire, bon, là, c'est des conneries, déjà, ça, on n'écoute pas. Ensuite, il y a aussi le fait que, d'un point de vue très clair, il faut bien entendre une chose, c'est que les écrans, c'est ni tout noir et ni tout blanc. Ni tout noir, ni tout blanc, dans le sens où, bien évidemment, des impacts négatifs, il y en a, et on va en parler, vous en avez déjà eu ce matin, et puis je vais refaire une petite couche quand même, mais des impacts positifs, il y en a aussi. Et il y a plein de choses intéressantes qui peuvent être pensées avec les écrans, et en même temps, heureusement, parce que quand on regarde quand même aujourd'hui, les écrans, ils sont partout dans notre quotidien. Là, je sais pas, on doit être une cinquantaine dans cette pièce, il y a quand même de grandes chances que tous ceux qui ont au moins atteint l'adolescence, mais en tout cas tous les adultes qui sont présents, aient au moins un écran dans la poche. Et même si vous n'avez pas d'écran dans la poche, quand vous regardez un peu les chiffres aujourd'hui, on a en moyenne à peu près 6 écrans différents par foyer. Donc entre la télévision, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et tout ça, les écrans sont partout. Et puis quand bien même vous seriez dans ces familles-là qui n'ont zéro écran à la maison, des écrans vous en avez au boulot, vous en avez à la bibliothèque, vous en avez à l'école, vous en avez dans la rue, enfin il y en a partout. Donc en fait, déjà, il y a cette surprésence des écrans un petit peu partout qui inquiète, plus des fois aussi certains discours qui peuvent être assez anxiogènes. Se retrouve aussi un autre point. Souvent aujourd'hui, on me parle du fracture générationnelle. Vous savez, les vieux, on comprend rien parce que nous, on n'a pas eu ça, et les jeunes, ils sont nés dedans, et eux, ils maîtrisent et ils comprennent. Alors ça, il faut comprendre que c'est un mythe. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les digital natives. Donc ça, c'est, vous savez, l'histoire comme quoi les jeunes seraient nés dans un monde où il y a déjà les écrans, où il y a déjà Internet, et donc du coup, ils maîtriseraient en fait déjà ces choses-là. C'est pas vrai, c'est un mythe. Il n'y a jamais eu de digital natives. Et en fait, un jeune qui naît dans le monde d'aujourd'hui maîtrise aussi peu les écrans en fait que des seniors, par exemple, qui ne les maîtrisent pas du tout. Il y a besoin aussi d'un accompagnement. La fracture qu'on voit aujourd'hui, c'est plus ce qu'on appelle une fracture d'usage. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ceux qui utilisent en fait les écrans, ceux qui s'en servent, ceux qui comprennent un peu quels en sont les dangers, quels en sont les intérêts, et ceux qui n'ont pas, on va dire, le mode d'emploi. Ça veut dire ceux qui soit les idéalisent totalement sans prendre en compte le fait qu'il peut y avoir des dangers, soit ceux qui les diabolisent totalement et donc les vivent comme un danger et ne pensent pas aussi aux choses intéressantes qui peuvent avoir lieu avec, soit qui en ont juste rien à faire et en tout cas qui décident de ne pas s'y intéresser. Et en fait, c'est cette fracture d'usage-là
contre laquelle on doit lutter aujourd'hui. Alors pas forcément que tout le monde se serve des écrans, mais qu'au moins tout le monde puisse avoir un point de vue assez neutre et objectif là-dessus. Et pour ça, en fait, il y a la science qui peut nous aider. Et donc tant mieux, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se servir un petit peu des études qui sont sorties aujourd'hui, et on va dire des études à la fois sur le côté psy, neuropsy ou autre, mais également sur le côté social. Alors, déjà, on peut commencer à parler un petit peu de ces fameux repères 3, 6, 9, 12, donc l'association dont je fais partie et avec laquelle j'interviens aujourd'hui. 3, 6, 9, 12, ce sont des âges clés dans le développement de l'enfant, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, âge clé parce que à chaque fois qu'on atteint en fait cet âge-là, donc l'âge de 3 ans, l'âge de 6 ans ou autre, il y a plein de choses qui vont changer en fait dans le monde de l'enfant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que le cycle scolaire s'est adapté en fait à ces tranches d'âge. 3 ans, on entre en école maternelle, 6 ans en école élémentaire, 9 ans, c'est ce qu'on va appeler l'entrée dans la préadolescence, 12 ans, c'est le collège, c'est l'adolescence, etc. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fonction de ces tranches d'âge-là, il y a plein de choses qui vont changer dans notre rapport à soi, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à la famille, dans notre rapport au monde en général. Mais il y a aussi des choses qui vont changer dans notre rapport aux écrans. Et du coup, en fait, les conseils qu'on donne par rapport aux écrans ne sont pas les mêmes en fonction en fait, de la tranche d'âge dont fait partie l'enfant. Déjà, moi j'aimerais bien parler un petit peu de la question du coup de la petite enfance, donc avant 3 ans. Pourquoi ? Parce que quand on parle des impacts négatifs que peuvent avoir les écrans, et particulièrement la surconsommation des écrans dans la vie, c'est généralement avant 3 ans qu'on va voir ces impacts-là, et même plus exactement avant 2 ans quand on suit les études. Et là, il y a pas mal de choses à dire, mais déjà, le premier point qui est essentiel à préciser, en fait, c'est déjà que les écrans, avec un grand Z, ça n'existe pas. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose de regarder la télévision, d'aller sur une tablette, de jouer à un jeu vidéo, d'aller sur Internet pour checker quelque chose sur Wikipédia ou autre. Tout va dépendre de l'usage qu'on en fait et de comment on s'en sert. Et ça, je pense que vous-même, vous avez déjà eu plusieurs usages des écrans et vous vous rendez bien compte que ce n'est pas la même chose quand vous êtes devant un écran pour tel ou tel usage. Et ça, déjà, il y a une distinction qui va être intéressante à faire avant 3 ans. C'est une distinction importante qui sera faite entre écran non interactif et écran interactif. Qu'est-ce que c'est qu'un écran interactif ? Un écran interactif, c'est un écran face auquel vous êtes actif. L'exemple parfait, la tablette, le smartphone. C'est un écran face auquel vous pouvez avoir en fait un impact direct sur l'environnement numérique qui vous est proposé par l'écran. Vous touchez l'écran, il va se passer quelque chose sur l'écran directement. Vous êtes acteur, vous êtes actif. Un écran non interactif, l'exemple parfait c'est la télévision. Un écran non interactif, c'est un écran face auquel vous êtes passif. Ça veut dire que vous êtes assis devant l'écran et vous recevez une quantité d'informations qui vous est envoyée par l'écran de manière continue sans pouvoir avoir d'impact direct sur ce que l'écran vous donne à voir. Pourquoi est-ce que je fais cette distinction-là ? Tout simplement parce que quand on parle des impacts négatifs liés à la surconsommation d'écran avant 3 ans, on parle des écrans non interactifs. Déjà sur les écrans interactifs, type tablette, smartphone ou autre, il n'y a pas d'études aujourd'hui qui montrent d'effets délétères à leur usage. Mais ça, on va en parler un petit peu après. Pour la télévision, il y en a plein, ça c'est vrai, et il y en a des assez intéressantes. Mais qu'il va falloir aussi un petit peu regarder avec un pas de côté. Je pense que ce matin, on vous a parlé un petit peu, par exemple, des études qui montrent qu'une surconsommation d'écran avant 2 ans va, par exemple, avoir un impact sur le développement du langage. S'il y a des orthophonistes dans la salle, vous en avez sûrement entendu parler, vous le voyez peut-être même, c'est le fait que, en effet, si on prend 2 groupes de bébés, un groupe qui est exposé quotidiennement aux écrans non interactifs, donc à la télévision, et un groupe qui n'est pas exposé quotidiennement à la télévision, le groupe qui a été tous les jours devant la télévision pendant plus de 2 heures va avoir beaucoup moins de mots dans son vocabulaire au moment où justement il va atteindre l'âge de développer des mots dans son vocabulaire. Il y a aussi d'autres études qui sont intéressantes, notamment qui vont montrer, ça c'est une étude qui a été menée par Linda Pagani au Canada, qui est une étude longitudinale, donc sur le long terme, qui montre que même après 10 ans, on peut voir des impacts liés à une surconsommation des écrans avant 2 ans, notamment sur le niveau d'attention en classe, sur les capacités en mathématiques ou sur le risque d'être passif en fait, face à la réalité. Ça, ce sont des points intéressants à prendre en compte, en effet. Et puis même, on peut se dire, il n'y a pas que le fait d'être devant la télé qui va faire ça, mais des fois le fait d'avoir juste en fait, une télé allumée dans la pièce. Une étude a par exemple montré que lorsqu'un bébé est dans la pièce, tranquillement en train de jouer avec ses jouets ou autre, et que la télé est allumée, le fait que la télé soit allumée, ça va déconcentrer l'enfant qui va être attiré par l'écran, qui fait du bruit, qui fait des images ou des choses comme ça, et du coup ça va le déconcentrer dans son temps de jeu, ce qui aura un impact sur ses capacités d'attention et de concentration. Donc ça, c'est un point véridique, les études le montrent bien. Mais par contre,
Ce que les études ne vont pas forcément montrer, c'est justement le pourquoi. Et moi, c'est plutôt ce pourquoi qui m'intéresse le plus, parce qu'en effet, le premier truc qu'on pourrait dire à ce moment-là, c'est tourner les écrans en bouc émissaire et se dire, bon bah voilà, c'est le fait de l'écran en fait, c'est l'écran lui-même, c'est la télé qui va provoquer ces problèmes-là. Alors qu'en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on parle de ces impacts négatifs, on parle d'impacts négatifs liés à une surconsommation des écrans. Avant 2 ans, ça veut dire tous les jours pendant à peu près 2 heures. Il y a même une étude qui parlait pendant un temps du fait qu'il pouvait y avoir une modification du cortex préfrontal si on était exposé à la télévision avant 2 ans. Mais les gens oublient de dire que dans cette étude, il y a marqué qu'il faut que l'enfant de moins de 2 ans soit exposé 7 heures non-stop devant la télévision tous les jours pour qu'une modification du cortex soit faite. Et d'ailleurs, en plus, la conclusion de l'étude, c'est qu'on ne sait même pas si c'est une modification intéressante, bien ou mauvaise. Donc en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan scientifique là-dessus. Le pourquoi, en fait, moi, il m'intéresse beaucoup parce que, alors certes, on peut parler déjà du premier fait, ce que je disais tout à l'heure. Avant 3 ans, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un enfant ne met pas de sens sur ce qu'il voit derrière un écran. L'écran, il va vous envoyer une quantité d'informations, une quantité de stimuli, en fait, stimuli visuels, stimuli auditifs, avec ses couleurs, avec ses sons qui changent et tout ça. Mais l'enfant ne met pas de sens sur les images qui lui arrivent comme ça non-stop. Et forcément, être, on va dire, surchargé d'informations sensorielles à ce point, comme ça, devant un écran, ça va avoir un impact sur concentration, attention ou autre, ok. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est quoi? Je pense que tout le monde le sait ici, de toute façon. Un bébé, de quoi il a besoin quand il se développe? Il a besoin de rapport à l'autre et il a besoin d'interaction. Et ça, c'est le point le plus important. Tout va se jouer dans les échanges de regards, dans la fluctuation de la voix, dans la manière en fait dont on interagit avec le bébé. Et ça, en fait, le problème, c'est que l'écran non interactif, de base, en fait, son nom l'indique, il n'est pas interactif. Alors certes, il y a des programmes qui vous font croire que les écrans peuvent être interactifs. Si vous regardez Dora l'exploratrice, par exemple, qui regarde l'écran et qui dit « Est-ce que tu veux aller au marché ?» Super, alors allons-y. Mais imaginez que le bébé puisse parler et dise je préfère rester à la maison, moi, ça répondra quand même super, alors allons-y. Donc vous voyez bien que l'interactivité n'est pas possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important en fait à comprendre, c'est que justement, quand l'enfant est devant un écran, il est devant quelque chose de froid, enfin un écran en tout cas non interactif. Et que ce quelque chose de froid va justement avoir un impact sur justement sur son développement émotionnel ou autre, parce qu'il manque quelque chose. On va prendre un exemple très simple pour ça. C'est l'exemple du mamané. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler en fait du mamané, ou qu'on appelle aussi aujourd'hui le parenté. C'est la prosodie de la voix qu'a l'adulte lorsqu'il s'adresse à un bébé. Pour faire simple, c'est le parler concon qu'on a avec les bébés. Eh ben, ce parler concon, on l'a tous. Quand on s'adresse à un bébé, vous l'avez bien remarqué, on a une fluctuation de la voix et même qui a été très bien étudiée et qui montre en fait qu'il va y avoir des pics prosodiques dans la voix, qui va aller des aigus aux graves et tout ça, avec l'allongement de certaines voyelles et tout ça. Et en fait, ces pics prosodiques vont être liés particulièrement à 2 émotions que sont la joie et la surprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce parenté, cette mélodie de la voix, en fait, va avoir lieu dans toutes les langues du monde entier, et même dans le langage des signes, où certains gestes vont être plus explicites, par exemple. Et bien ça, en fait, ça va se jouer tout le temps dans l'interaction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parler concon qu'on a quand on s'adresse à un bébé, c'est pas nous qui le générons, en fait, c'est le bébé. Je vais prendre un exemple très simple. Si on enregistre une maman en lui disant « Enregistrez-vous en train de parler à votre bébé et nous, on va lui faire écouter l'enregistrement plus tard », la maman a beau essayer, quand on fera écouter ça au bébé, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que en fait, quand on interagit avec un bébé, tout va se jouer par rapport à ce que le bébé nous donne à voir. Votre bébé, il sourit, et vous allez sourire aussi, vous allez avoir une voix plus aiguë, plus chantante, et votre bébé fait la gueule, et vous allez avoir une voix plus grave, et vous allez avoir une moue aussi un peu différente. Et c'est parce que le bébé vous donne ça à voir que vous allez interagir de cette manière-là. Et c'est dans cette interaction-là, en fait, que le bébé va commencer en fait à se développer, à s'ouvrir à l'autre, et à développer plein de capacités, notamment le langage, l'empathie, ou des choses comme ça. Donc forcément, un écran non interactif ne joue pas en fait là-dessus. Mais la question qu'on peut se poser du coup, c'est le problème du coup, est-ce qu'il vient de l'écran ou il vient du fait que l'écran fait écran à la relation? Et c'est là en fait où se pose toute la question.
On le remarque d'ailleurs quand on suit l'étude ELF qui a été menée. Donc l'étude ELF, en fait, c'est une grande étude longitudinale avec la plus grosse cohorte d'enfants nés en 2011 ou 2013, je ne sais plus, en France, et qui justement a fait énormément de statistiques sur toutes ces questions. Et il y a eu des questions posées sur les écrans. Et on s'est rendu compte que les problématiques liées à la surexposition aux écrans touchaient beaucoup plus les familles avec des très gros soucis socio-économiques et tout ça. Et en fait, on peut aussi comprendre que forcément, les parents qui vont avoir plus de difficultés à gérer les fins de mois, plus de difficultés aussi en tant que, je sais pas moi, famille monoparentale à pouvoir gérer plusieurs enfants en même temps ou des choses comme ça, vont avoir plus d'enfants devant les écrans parce qu'il y a d'autres choses à gérer. Là où des familles qui ont plus de sous, qui peuvent se permettre de payer des nounous ou autres, eh ben, vont avoir aussi plus de temps avec leurs enfants pour pouvoir profiter, pour pouvoir jouer sans être en mode prise de tête. Pardon. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte parce que justement, tout ce qui compte, c'est comment est-ce qu'en tant que parent, je peux interagir avec mon enfant. Et donc en fait, vous voyez bien que quand des gens qui vous parlent des dangers des écrans vous disent justement le problème de l'écran, il faut, si l'enfant reste 2-3 heures devant un écran avant 2 ans, ça va avoir tel ou tel impact, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi dans la relation parent-enfant qui fait qu'on laisse un enfant de moins de 2 ans 2-3 heures par jour devant la télévision. Et ça, c'est aussi une question qu'il faut pouvoir se poser, parce que justement, encore une fois, la question vient de est-ce qu'on parle de l'écran, ou est-ce qu'on parle de ce que l'écran vient jouer ici, ça veut dire une coupure dans la relation. Et c'est là où je vais vous parler en fait de ce qui paraît aujourd'hui le plus important quand on parle de l'exposition aux écrans avec la petite enfance. Ce n'est pas l'exposition de l'enfant, mais l'exposition du parent. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, nous, mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, eh ben, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Donc on est sur notre téléphone, soit pour le boulot, soit pour donner des nouvelles à la famille, soit pour regarder un peu les réseaux sociaux, peu importe, on va sur la télé, on va sur... Enfin voilà, en tant qu'adulte, on a aussi nous-mêmes notre propre consommation d'écran. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que les enfants déjà avant 3 ans sont des formidables imitateurs. L'enfant va apprendre justement à interagir avec le monde en passant par l'imitation de ses pairs et aussi de ses parents. Et c'est normal, c'est comme ça, c'est en passant par l'imitation qu'on se développe déjà au tout début. Forcément, et ben après, on se retrouve des fois avec des enfants qui, dès qu'ils vont avoir l'âge de jouer, par exemple, vont aller chercher la banane dans la cuisine et faire allô avec la banane. Mais si l'enfant fait allô avec la banane, c'est qu'il est habitué à voir papa et maman faire allô avec le téléphone. Autre exemple, j'ai pas mal de parents qui me disent des fois, moi quand j'ai mon petit qui est sur la chaise haute devant la table de la cuisine, eh ben, il va faire ça sur la table comme si c'était une tablette géante pour essayer de changer de table. Mais ça, il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que ça, c'est pas un geste qui est inné chez le petit. Si petit fait ça sur la table, c'est qu'il est habitué à voir papa et maman qui font ça sur leur smartphone. Et donc forcément, eh ben, avec l'usage qu'on a déjà des écrans, nous, en tant que grands, on va donner aussi un exemple par imitation aux jeunes, et on se retrouve avec des jeunes qui vont avoir des habitudes liées à la consommation des écrans, avant même d'avoir des écrans dans la main. Donc ça déjà, c'est le premier point. Deuxième point aussi, c'est un concept qui est très important, qu'on appelle la technoférence parentale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La technoférence parentale, c'est justement la coupure de la relation parent-enfant du fait de l'utilisation des écrans par les parents. Et en fait, c'est un concept qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, qui vient de la littérature anglo-saxonne aussi, mais du coup qui est pas mal travaillé en France. Et en fait, c'est le fait justement de voir que, en effet, quand un parent est par exemple sur son smartphone avec son bébé à côté, et bien justement, ça va avoir un impact sur le développement du tout petit. Pour ça, on peut parler d'études comme par exemple des études qui ont été menées sur ce qu'on appelle le still face. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le still face, c'est des études très intéressantes qui avaient été menées il y a longtemps avec des bébés et où on demande en fait à une maman de se mettre devant son bébé et d'interagir avec lui, de lui faire des sourires, de jouer et tout ça. Le bébé s'amuse bien. Et à un moment, on demande à la maman de se mettre en position de still face. Donc ça veut dire visage fixe, qui ne partage aucune émotion, qui ne dit rien. À ce moment-là, le bébé va s'inquiéter, va s'angoisser et va essayer de réactiver le visage de la mère de toutes les manières possibles. Il va essayer de jouer, de faire des grimaces, de la toucher et tout ça. Et si la maman reste en position de still face, alors le bébé va se refermer sur lui-même et se couper entièrement de la relation. Et ben en fait, des études ont montré en 2017 que des parents qui utilisent leur téléphone portable devant leur enfant vont avoir le même impact que des parents en situation de still face. Parce que quand vous êtes sur votre téléphone portable, vous n'êtes pas dans l'échange, vous n'êtes pas dans le regard. Il y a quelque chose en fait qui va faire que le lien ne se fait pas. Il y a un autre point aussi qui va être important à prendre en compte, c'est le fait que
Encore une fois, comme je le disais, l'enfant il existe à travers le regard de l'autre aussi. Des études ont par exemple montré que lorsqu'on est à table, si les parents sont sur leur téléphone portable, finalement l'enfant va avoir moins de facilité à goûter de nouveaux aliments. Et même les parcs de jeux pour enfants, il y a une étude qui a montré que les parents qui sont sur leur téléphone portable pendant que les enfants sont dans les parcs de jeux, et ben les enfants vont avoir plus de comportements à risque pour justement appeler un peu le regard du parent. Donc ça, c'est aussi pour ça que nous, justement, on a essayé de mettre en place une nouvelle campagne d'affichage avec notre association sur le fait que la question de l'écran vient se poser surtout sur la question de la relation entre le parent et son enfant. Et que c'est pas l'écran lui-même qui va être à questionner, parce que forcément, imaginez dans les cas les plus graves, quand je parlais tout à l'heure des enfants qui sont 7 heures par jour devant la télévision, est-ce que s'il y a une difficulté pour les parents à interagir avec leur bébé pendant 7 heures par jour, si on retire l'écran, est-ce que vous ne pensez pas que l'enfant sera mis 7 heures par jour devant un mur blanc? Finalement, la question sera la même parce que la problématique ne vient pas de l'écran lui-même, il vient du manque d'interaction entre l'adulte et l'enfant. Et ça, c'est le premier truc à prendre en compte. Donc le but, quand on parle des écrans, c'est pas de s'intéresser à l'écran finalement, c'est de s'intéresser à ce que l'écran vient jouer dans la relation. D'où la question dont je parlais tout à l'heure des écrans interactifs. Tablettes, smartphones et tout ça. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune étude à ce jour qui n'a montré d'impact délétère à l'usage des écrans interactifs avec les tout-petits. Alors bien évidemment, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut que tous les enfants soient mis devant une tablette dès leur naissance, comme ça. Non, ce que j'explique par contre, c'est que il y a quelque chose d'intéressant dans l'usage de la tablette qui peut être fait à partir du moment où c'est mis en place dans une relation avec l'adulte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont envie d'utiliser ces outils technologiques avec leurs petits, parce qu'eux-mêmes ont une appétence pour ça, parce qu'eux-mêmes prennent du plaisir à l'utiliser, peu importe. Mais en tout cas, si vous avez des petites applications adaptées pour les bébés, par exemple, avec, je sais pas moi, des bulles sur l'écran, quand vous appuyez sur les bulles, ça fait pouf, par exemple, ou alors, je sais pas, un gros éléphant, et quand vous appuyez, il devient rose, puis il devient gris, puis il devient jaune, peu importe. Ce qui va compter, en fait, c'est pas uniquement le fait que l'enfant puisse interagir avec. Alors si, s'il interagit avec, c'est intéressant quand même, parce qu'au moins il va pouvoir voir que les actions qu'il a peuvent avoir un impact sur l'environnement numérique qui est face à lui. Donc ça c'est intéressant, parce que ça va aussi avec le monde du bébé, qui est le fait d'essayer pour voir. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand le bébé il va appuyer sur les bulles et qu'elles vont faire pouf, le bébé il va être étonné, il va rigoler. Mais le parent aussi, le parent il va être tout joasse de voir ça. Et donc en fait le parent va aussi faire des figures de surprise, il va rire avec son bébé et il va en fait y avoir une interaction qui va se mettre en place ici. Ici en fait l'enfant ne va pas être seul face à un écran, il va être dans une interaction là où l'écran en fait va faire médiation dans la relation, mais finalement ça reste un jeu à deux et c'est ce jeu à deux qui est intéressant. L'enfant va avoir du plaisir dans le regard de son parent, le parent va avoir du plaisir dans le regard de son enfant, et il y a quelque chose qui va se mettre en place qui va permettre en fait à l'enfant de découvrir un moment ensemble, justement autour d'un écran qui vient faire médiation. Et c'est là en fait le point intéressant, c'est qu'on comprend alors à ce moment-là que justement le but de l'écran c'est de ne pas venir couper la relation. Alors après, bien évidemment, le but c'est que ça soit alterné avec d'autres activités, parce que faire que de l'écran, ça va pas suffire non plus. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces histoires, les psychomantes en parlent pas mal. On trouve des fois aujourd'hui des jeunes qui sont capables de faire des jeux d'encastrement sur tablette, donc vous savez, prendre le cube et le mettre dans le carré, prendre le triangle, etc. Mais qui sont pas capables de le faire avec des vrais jeux d'encastrement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais parce qu'il le fait sur écran, il n'est pas capable de le faire dans la vraie vie. Mais ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Parce que certes, le faire sur écran, ça stimule le fait de le faire sur écran. Le faire dans la vraie vie, ça demande d'autres capacités. Préhension de l'objet, préhension de l'espace, préhension du poids ou des choses comme ça. Et donc forcément, si vous le faites que sur écran, jamais vous apprendrez à le faire dans la vraie vie. C'est pas le fait de le faire sur écran qui vous empêche de le faire dans la vraie vie, c'est si vous le bossez jamais dans la vraie vie, vous pourrez jamais le faire dans la vraie vie. Point barre. Et donc en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que l'écran, quand il est utilisé pour jouer dans l'interaction avec l'adulte, ça peut être intéressant, tant que c'est sur des temps courts et que c'est alterné avec d'autres activités qui sont essentielles pour le développement du petit. Le rapport au corps, le fait de toucher les objets, de bouger, de se déplacer dans l'espace ou autre, et le rapport au temps, le fait qu'on lui raconte des histoires, le fait qu'on parle avec lui pour pouvoir justement développer à la fois ses capacités narratives, ses capacités de compréhension, ses capacités langagières ou autres. Et ça, c'est les points qui vont être extrêmement importants. Pareil, quand on parlait du développement du langage, on le sait tous, comment on développe le langage chez l'enfant, c'est en lui parlant. Si vous le mettez, alors comme je disais tout à l'heure, vu que l'enfant ne met pas de sens sur ce qu'il voit derrière un écran, si vous le mettez devant une télévision et que la télé lui parle toute la journée, ça ne va pas marcher. Mais par contre, si le parent n'adresse pas la parole à son enfant non plus, de la journée, vous verrez que l'enfant aussi va développer des troubles du langage. C'est pas la télé qui va avoir ça, c'est le fait qu'on ne parle pas. Et donc plus on passe de temps sur la télé, moins on passe du temps en interaction avec l'adulte. Donc en fait, l'important va être plutôt de penser de cette manière-là.
Et c'est vraiment important de se détacher en fait de certains discours alarmants sur la question des écrans qui vont en fait faire des écrans un bouc émissaire et qui nous éloignent pas mal du sujet, qui finalement le sujet restera toujours le même, c'est la relation entre l'adulte et son enfant. Et du coup en fait après tout va pouvoir évoluer avec le temps par rapport à ces questions-là. Ça veut dire que quand on commence à avoir ce prisme-là pour observer les choses, on va commencer à comprendre que, aussi bien au niveau de l'adolescence que de l'enfance ou autre, tout va se jouer, encore une fois, sur le plan relationnel. Donc là, je vais changer d'affiche, on va passer aux enfants à ados. Hop, vous les avez peut-être vues, elles sont affichées dehors, j'ai remarqué. Donc l'idée en fait c'est d'avoir un petit support visuel, mais de finalement parler un peu de tout en général. À partir de 3 ans, ça va commencer à être un petit peu différent parce que les écrans vont aussi apporter d'autres choses aux petits, parce que l'enfant il va commencer en fait à comprendre finalement ce qu'il voit derrière l'écran, il va commencer à s'y intéresser petit à petit, et en fait les écrans vont commencer à stimuler pas mal de choses chez lui, notamment par exemple l'intelligence visuo-spatiale. L'exemple de l'intelligence visuo-spatiale, on peut expliquer ça, tiens, avec le journal de 20 heures par exemple. Vous regardez le journal de 20 heures à la télé. Alors on en parlera tout à l'heure, mais ça c'est des trucs, j'utilise cet exemple-là pour les adultes. Ne mettez pas les enfants devant le journal de 20 heures, c'est pas du tout adapté. Mais bref, en tant qu'adulte, vous regardez le journal de 20 heures. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un type qui est devant vous, comme ça, qui vous parle, qui vous raconte des histoires et tout ça. Vous avez en haut à gauche l'heure et la date, en haut à droite Bison futé, en bas à gauche la météo, en bas à droite le CAC 40, et vous avez en bas un panneau déroulant en fait avec des informations qui viennent à l'écrit et qui n'ont même pas de rapport avec ce que le type est en train de vous raconter. Et vous arrivez pourtant à suivre tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait vous utilisez votre intelligence visuo-spatiale. Ça veut dire que vous savez exactement quelle information vous cherchez, et avec votre mémoire de travail vous allez pouvoir bosser tout ça pour pouvoir justement l'intégrer. Et ça, en fait, dès 3 ans, vous allez commencer à voir que les écrans vont pouvoir développer justement cette intelligence visuo-spatiale, et ça va être développé en fonction des activités qu'on va faire. Plus on va grandir et plus on va le stimuler. Les joueurs de jeux vidéo le savent très bien, par exemple, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes plus habitué à regarder en bas à droite pour chercher la carte ou des choses comme ça, par exemple. Il y a par contre des choses qui ne vont pas être forcément stimulées, notamment par exemple la question de l'intelligence narrative, et ça c'est aussi intéressant parce que ça revient sur ce que je disais juste avant. Ça revient sur la question de l'interaction. Pourquoi? Parce qu'à partir de 3 ans, on commence à mettre du sens sur les images, mais ça prend quand même du temps. Déjà, il faut savoir qu'on ne met pas du sens sur toutes les images. Déjà, par rapport à notre capacité de concentration. À 3 ans, 4 ans, la concentration, elle est de 10-15 minutes. C'est pour ça que les dessins animés à cet âge-là sont adaptés et justement durent pas très longtemps. Les Choupi, les Peppa Pig, les Petits Ours Bruns, c'est des petits épisodes de 10 minutes. Pardon. Ensuite, il y a la question justement du fait de pouvoir mettre du sens sur un contenu. Si vous mettez par exemple un enfant de cet âge-là devant un Walt Disney qui dure 1h15, 1h30, et qu'à la fin vous demandez à votre enfant de vous raconter ce qu'il a vu, vous allez remarquer une chose, il va manquer soit plein d'informations, et il vous racontera une scène en particulier qu'il a marquée, ou alors un espèce de résumé global mais avec plein d'incohérences, de trous, des choses comme ça, ou alors il vous dira je sais même plus. Et en fait ça c'est normal, c'est parce que à cet âge-là, on développe encore l'intelligence narrative et le fait de pouvoir en fait se raconter des histoires, le fait de pouvoir comprendre des histoires qui nous sont racontées. Et c'est important en fait de pouvoir accompagner l'enfant dans la construction de ce genre d'histoire, parce que par exemple, si vous regardez un film où au début il y a un personnage qui apparaît puis qui disparaît et qui revient que 20 minutes après, sachez que pour l'enfant, ça se trouve, ça sera un nouveau personnage, on ne se rendra même pas compte que c'est un retour du premier en fait. Donc ça c'est déjà des points importants aussi à prendre en compte. L'objectif du coup, ça va être de se dire, mais comment je fais pour faire en sorte que mon enfant puisse justement mettre du sens sur tout ça? Déjà on privilégie des programmes courts, des programmes simples, et justement des programmes qui sont accessibles à leur âge. Est-ce que vous savez par exemple pourquoi est-ce que les enfants aiment regarder les dessins animés avec les animaux qui parlent? Choupi, Peppa Pig, Ours Brun, le Bonne Nuit les Petits ou autres. Tout simplement parce que c'est suffisamment proche de nous pour qu'on puisse se dire que la morale nous concerne. Choupi doit être gentil à la maison, manger ses épinards le soir, et moi je dois être aussi gentil à la maison et manger mes épinards le soir. Et c'est suffisamment éloigné de nous pour pas qu'on se confonde avec et que ça ait un côté angoissant. Pensons par exemple au Petit Poucet. Le Petit Poucet, c'est une histoire qui quand même fait flipper, on va pas le nier. C'est quand même pas cool, les parents qui abandonnent leurs gamins et tout ça, c'est quand même un peu chaud en vrai. Mais du coup, en fait, on arrive à accepter et à tolérer le Petit Poucet quand on est enfant parce que ça se passe il y a longtemps, ça se passe très très loin et ça ne me concerne pas. Il y a quelques années, ils ont fait un film Petite Poucée qui se passait en France à notre époque. Là, les enfants qui ont vu ça, ils étaient traumas parce qu'ils se disaient « Ah mais la vache, c'est-à-dire que mes parents peuvent vraiment m'abandonner ?» Et du coup, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est vachement plus proche à ce moment-là. Et donc, c'est là où, tout à l'heure, par exemple, quand je parlais de la question du journal de 20h, du journal de 13h, c'est la question des contenus qui ne sont pas adaptés pour les enfants et qui peuvent en fait avoir un potentiel traumatique pour eux.
Et donc là, en fait, on parle de la question des images traumatiques pour les enfants, qui en fait finalement sont les images qui vont être porteuses justement de trop d'émotions négatives, qui vont être difficiles à comprendre et à appréhender pour eux, et qui pourront avoir en fait un impact sur le fait de faire des cauchemars, le fait d'avoir des angoisses ou des choses comme ça. Et ça marche en fait pour pas mal d'âges différents, ça concerne tous les enfants, voire même un peu les ados. Et c'est là où on va entendre parler, par exemple, de si vous êtes parent d'enfants de CM1, CM2, 6e ou autre, vous avez peut-être entendu parler, je sais pas, Momo Challenge, Clown Tueur, Annabelle, tous ces trucs-là qui font flipper les gamins et dont on parle tout le temps à l'école. Et bien ces trucs-là, comment ça marche en fait? C'est justement le fait de tomber sur des images sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de sens. Parce que, encore une fois, justement, je vous parlais de la difficulté déjà quand on est petit à pouvoir mettre du sens sur les images, mais tout va venir en fait avec le temps aussi. Donc il faut grandir pour pouvoir avoir l'âge nécessaire pour pouvoir regarder des programmes. Le truc, c'est que si on tombe sur des images qu'on n'arrive pas à mettre en sens, c'est là que va venir en fait le risque de ce qu'on appelle cette fameuse image traumatisante, cette fameuse image choquante. Et là, en fait, le problème va être que on va se retrouver en fait comme dans le principe même du traumatisme avec le retour de cette image qui va revenir en boucle, soit la nuit sous forme de cauchemar, soit la journée ou autre, et qui va en fait provoquer des grosses peurs chez certains jeunes. Et ça, en fait, c'est vraiment le principe du manque de sens. Je vais prendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Un enfant me raconte par exemple qu'à 4 ans, il était tombé sur le film Jurassic Park. Donc film quand même assez angoissant pour un enfant de 4 ans. Et il me dit, du coup, moi j'avais super peur, je n'osais pas sortir de chez moi parce que j'avais peur de me faire manger par un dinosaure. Angoisse assez compréhensible pour un enfant de 4 ans qui a vu Jurassic Park. Et il me dit, du coup j'en ai parlé à ma maman, et ma maman m'a expliqué que c'était pour de faux, elle m'a montré comment le film il était fait, elle m'a montré que les dinosaures ils étaient faits justement sur en animatronique, sur en image de synthèse et tout, et depuis Jurassic Park ça me fait plus peur du tout, c'est même mon film préféré. Bon, le jeune faisait un petit peu le caïd parce que je pense que quand il regardait le film, il avait encore peur. Mais en tout cas, les cauchemars et les angoisses ne revenaient plus. Pourquoi? Parce que justement, ce qui s'était passé là, c'était une mise en sens de l'image. Il y avait quelque chose qui avait été expliqué, qui avait été déconstruit et qui avait permis en fait à l'enfant de ne pas tomber sur une image sans sens. Et ça, en fait, le problème, c'est que très souvent, on met du temps en fait à comprendre les images. Même nous, adultes, des fois, on peut mettre du temps, alors que les images sont toujours vectrices d'émotions. Quand vous regardez des images, ça va toujours générer en vous des émotions. Exemple, voilà, vous regardez Titanic, vous allez forcément pleurer parce qu'il y a de la place pour deux sur la planche. Vous regardez un match de foot de votre équipe préférée, vous allez forcément être joyeux s'ils gagnent, en colère s'ils perdent. Vous écoutez Monsieur Blanquer à la télé, vous êtes forcément en colère. Enfin voilà, quoi, des trucs comme ça. Et du coup, le truc, c'est que justement, les images sont vectrices d'émotions. Et ces émotions-là peuvent être plus ou moins fortes en fonction de ce que vous regardez, mais il y a aussi le besoin de pouvoir justement mettre du sens et de pouvoir comprendre, de pouvoir mettre du narratif un petit peu sur l'image pour pouvoir justement la digérer et en faire quelque chose. Un enfant qui tombe sur une image sur laquelle il n'arrive pas à mettre de sens risque justement de tomber sur une image qui va être choquante pour lui. Et donc du coup, là on va venir sur le comment on fait, et encore une fois je reviens sur la question de l'interaction. Le but, c'est que, en tant qu'adulte, on a aussi ce rôle-là de pouvoir accompagner ce que l'enfant regarde en fait sur les écrans. Donc, par exemple, pour les plus petits, les 3, 4, 5 ans, on est avec eux quand ils regardent la télévision, et donc leurs dessins animés ou autres. Et quand on est avec eux, on discute, on met du sens sur ce qu'ils regardent. Oh dis donc, il a l'air en colère, Choupi. Oui, en même temps, c'est normal, il s'est fait gronder par sa maman. Bon, en même temps, il a quand même fait une grosse bêtise, c'est normal qu'il soit fait gronder. Et quand vous faites ça, en fait, vous remarquez une chose, c'est que votre enfant, il prend du plaisir. Il prend du plaisir, pourquoi? Parce que déjà, il voit que son parent s'intéresse à ce qu'il regarde, donc déjà, ça c'est cool, il passe du temps avec son parent. Et en plus, parce que le parent réussit à mettre du sens, en fait, sur ce que l'enfant est en train de regarder. L'objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir stimuler cette capacité que va avoir l'enfant à mettre du sens sur l'image qu'il regarde. Et donc, petit à petit, on va commencer à le questionner. Mais ils se sent comment, là, Choupi? Ah, il est en colère. Mais pourquoi il est en colère? Ah, parce qu'il vient de se faire gronder. Et en faisant ça, en fait, vous aidez l'enfant à pouvoir mettre du sens sur ce qu'il regarde et à pouvoir détoxifier les images qui vont avoir un potentiel traumatique. Et surtout, vous allez pouvoir faire en sorte que plus il va grandir et plus il va comprendre l'intérêt de pouvoir faire de la mise en sens. Et ce qui fait que quand il aura 9, 10 ans et même quand il sera ado, il pourra aussi travailler là-dessus. Alors bien évidemment, avec les ados, vous n'allez pas être à côté en se disant il a l'air en colère celui-là. Mais l'objectif surtout, c'est que si vous le faites très jeune, l'ado va pouvoir comprendre que s'il tombe sur des images qui l'angoissent ou qu'il ne comprend pas, il peut venir en parler à un adulte en disant je suis tombé là-dessus, ça m'a fait super peur ou je ne comprends pas et tout. Et donc nous, on peut en parler avec lui et échanger avec lui parce que c'est dans l'échange, l'interaction et la mise en sens justement qu'on va pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc ça, c'est aussi un autre point qui explique le fait que l'interaction est essentielle autour de l'écran.
Alors au début, c'est vrai que pour les tout petits, ce que j'expliquais, c'est que l'écran peut servir pour faire médiation dans la relation. Ça veut dire que déjà la relation elle est là. De toute façon, l'enfant il en demande que de ça, d'interagir avec son parent. Alors que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, l'enfant il va être aussi en demande d'écran, hein. Alors il va pas être en demande que de ça, mais en tout cas il va être en demande d'écran. Et du coup, c'est aussi notre rôle, nous, en fait, adultes, de pas nous fixer en tant que opposés à l'écran et justement en faire une carotte que l'enfant va espérer avoir justement comme refuge, mais justement de dire bon bah voilà, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, et ben intéressons-nous ensemble et regardons ensemble ce qui te plaît. Moi, je peux te montrer aussi ce qui me plaît ou autre. Et en fait, dans cette interaction, il va se passer quelque chose d'intéressant qui va faire que ce que les écrans peuvent nous apporter d'intéressant, et ben nous aussi, on va pouvoir y contribuer aussi en essayant de mettre du sens et en échangeant par-dessus. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Et de là, bah, vient aussi, parce que là, il me reste que 10 minutes, hein, donc vous voyez, il y a encore plein de choses à dire pourtant, mais vient aussi d'autres questions, notamment la question de l'échange, du dialogue ou autre. Alors, je sais pas moi de quoi je vais parler, parce que j'aurai pas le temps de tout dire. Soit je vais parler de la question du temps des écrans, soit je parle de la question des jeux vidéo. Levez la main si vous préférez que je parle de la question du temps d'écran, et sinon je parle des jeux vidéo. Et ben on va parler du temps d'écran alors. Et pour si vous voulez qu'on parle des jeux vidéo, on le fera dans les questions. La question du temps d'écran est intéressante aussi parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent bah en fait le problème c'est que j'arrive à entendre que vous me dites qu'il y a des choses intéressantes avec les écrans. Certes, les histoires peuvent leur apprendre des choses, c'est comme des histoires qu'on leur raconte finalement. Il y a des moments qu'on peut partager ensemble, c'est amusant et tout ça, mais bon le problème il est pas là. Le problème il est du fait que mon gamin il veut tout le temps être que là-dessus. Et le problème, c'est comment on gère ça, parce que moi j'en ai marre du moment où le gamin va faire des crises quand je coupe l'écran, j'en ai marre des moments où on est obligé de passer par du chantage à la punition ou des choses comme ça. L'écran, en fait, j'ai l'impression qu'il prend toute la place, même quand il est éteint. Bon, vous vous reconnaissez, je pense, hein, quand je fais ce genre d'histoire. Bref, et en fait, la question va se poser sur que représente ici le temps d'écran. Le temps d'écran, il faut que ça soit pensé comme une activité comme une autre. On va prendre des exemples parce que là, ça concerne aussi bien les enfants que les adolescents. Prenons l'exemple d'un ado. Votre ado, il vous dit « Je sors faire un foot avec les copains ». Vous lui répondez « Ok, amuse-toi bien ». Et reviens quand tu veux. Votre gamin, il revient le lendemain. Hein. Il va dormir chez son copain, il va bouffer avec lui au kebab. Enfin voilà, il va être content. Hein. Et c'est normal. Et sauf que nous, en tant que parents, c'est quoi notre rôle? C'est de dire « Non, par contre, ok, tu vas faire ton foot. À 18h, tu rentres parce qu'il y a la douche, les devoirs, et puis après, on va manger ». Et en fait, le temps d'écran, il faut que ça soit compté aussi comme une activité. Si un enfant ou un ado veut passer du temps sur ses jeux vidéo, sur Internet, sur les réseaux ou autre, c'est important aussi qu'un cadre puisse lui être posé et qu'on puisse lui dire « Ok, d'accord, mais t'en as pour tant de temps ». De là va se poser une question qui est la question de la régulation et de l'autorégulation. Avec les petits, on passe par ce qu'on appelle la régulation. Ça veut dire, voilà, tu as tant de temps d'écran. Donc, je ne vais pas vous donner de temps type, parce que le problème, c'est que c'est très relatif en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de la vie de famille ou autre. Mais prenons le cas, par exemple, d'un enfant de 5 ans, voilà, tu as droit à 30 minutes de ton dessin animé, et après les 30 minutes, on arrête. Avec les petits, généralement, moi, je conseille de passer par autre chose qu'un repère temporel, parce que quand les 30 minutes sont passées, le gamin va être frustré parce qu'il ne va pas comprendre que les 30 minutes sont passées, et du coup, en fait, ça risque de finir en crise. Parce qu'en même temps, l'enfant n'a pas encore la possibilité de vraiment se recompter le temps qui passe. Alors que si on lui dit 1, 2, 3 choupi, en fait, à la fin du troisième, il est capable de comprendre que c'est le dernier. Évidemment qu'il va négocier pour en avoir un de plus, mais c'est pas si mal qu'il négocie pour en avoir un de plus, ça veut dire qu'il avait compris que c'était le dernier. Donc après, c'est à vous de voir si vous acceptez ou non la négociation, mais en tout cas qu'il arrive à se représenter finalement dans le temps. Mais ça, on le fait tous, négocier. Je veux dire, quand par exemple, vous avez fini de manger votre dessert, vous avez envie d'en avoir une seconde assiette, vous allez essayer de négocier pour en avoir une aussi. C'est pareil. Le but, en fait, avec les écrans, c'est de considérer qu'on est finalement comme avec la bouffe au niveau d'une diététique des écrans et qu'il faut justement penser comme ça. Ça veut dire, par exemple, que on va me dire, oui, mais les enfants, ils veulent tout le temps de l'écran, tout le temps de l'écran. En même temps, parce que c'est difficile aussi pour eux de se limiter dans le plaisir qu'ils peuvent ressentir avec ça. Parce que l'écran va leur apporter du plaisir. Et s'il y a tout le temps de l'écran à disposition, forcément, ils vont essayer d'être tout le temps dessus. Mais en même temps, faites le test ce soir si vous voulez. Vous mettez un saladier sur votre table de salle à manger, vous le remplissez avec 3 kilos de bonbons et vous dites à l'enfant, par contre, t'en manges qu'un par jour et on verra s'il y arrive. Il faut comprendre que le système de contrôle de l'impulsion ne se met en place dans le cerveau qu'à partir de 22 ans. Donc évidemment que quand vous êtes gamin, vous allez bouffer vos bonbons jusqu'à pas plus. Alors après, en plus, nous adultes déjà qu'on galère, alors pour eux c'est une vraie torture. Après, du coup, se pose la question de l'autorégulation. Plus le petit va grandir et plus on va essayer de l'amener en fait vers justement le fait de pouvoir s'autoréguler. On prend un exemple, ça veut dire que notre jeune de 11 ans, plutôt que de lui dire tu as droit à tant de temps d'écran, on va lui poser la question de combien de temps d'écran t'aimerais avoir toi?
Alors évidemment, là vous me dites, oh, mais mon gamin il va me demander 30 heures par jour, quoi, et alors que moi j'aimerais bien qu'il ait que 30 minutes. L'objectif c'est justement de pouvoir avoir une vraie discussion, une vraie justement triangulation là-dessus, et de pouvoir dire aux jeunes, non, non, mais par contre clairement, justifie-moi le pourquoi tu voudrais tant de temps, et justement le fait que tu puisses aussi faire d'autres choses à côté. Et c'est là où le jeune va devoir faire l'effort aussi de dire, bon, bah moi par exemple je joue, je sais pas, moi je joue à un jeu en ce moment où les parties durent 30 ou 40 minutes. Donc en fait déjà si j'ai le mercredi 2 heures d'écran, ça me permet de faire 2, 3 parties. Au moins c'est pas mal. En plus mes copains ils se connectent à 16 heures. Donc si je joue de 16 heures à 18 heures avec eux, ça me permet de machin et tout. Et tu vois comme ça me permet d'aller à la piscine avant. Enfin voilà, peu importe. Finalement en faisant ça, vous poussez en fait le jeune à pouvoir réfléchir lui-même en amont au temps qu'il veut passer sur les écrans en le justifiant et en l'expliquant à son parent. Ça va lui permettre déjà de faciliter le fait de pouvoir s'arrêter parce que lui-même a eu une possibilité en fait de dialogue avec son parent dessus. Et après, bien évidemment, là on parle des ados, donc bien évidemment qu'il va essayer de jouer sur les limites, mais on l'a tous fait quand on était ado, donc forcément il va le faire lui avec les écrans, et donc il va essayer de gratter un petit peu, et c'est notre rôle d'adulte aussi de rappeler la limite. Attention, il te reste 15 minutes, attention, il te reste 10 minutes, peu importe, après on arrête. Et justement, le fait de pouvoir aussi accompagner le jeune petit à petit dans la mise en place de ses limites et dans cet accompagnement-là. L'autorégulation, ça va venir aussi à ce moment où, par exemple, quand on est ado, on arrive au bout d'un moment à se dire « Bon, il me reste 10 minutes d'écran, ma partie fait 30 minutes, j'aurai jamais le temps de la lancer maintenant. Donc si je la lance, je vais forcément dépasser de 20 minutes le temps, ça craint. Mes parents voudraient que je m'arrête tout de suite, mais j'en ai pas envie parce qu'il me reste 10 minutes. Et ben, je vais aller traînouiller dans les menus, par exemple, m'acheter un nouveau skin, peu importe. Enfin, en tout cas, je vais faire un truc qui ne prend que 10 minutes, comme ça, je ne dépasse pas le temps. » Et ça, en fait, cette autorégulation est essentielle parce que c'est justement dans cet objectif-là, en fait, de pouvoir accompagner le jeune dans son développement qu'on le pousse à l'autorégulation, parce que l'autorégulation avec les écrans, c'est aussi une autorégulation dans le travail, dans les activités ou des choses comme ça. Bref, compter le temps d'écran comme un cadre, un vrai temps d'une activité à part entière et qui doit donc du coup être cadré comme n'importe quelle activité, c'est important parce que ça permet aux jeunes de se retrouver, de comprendre qu'une activité a un début et une fin. Et de comprendre aussi que chaque utilisation de l'écran est un petit peu différent. Ça veut dire par exemple, et prenons le cas aussi avec les adultes, rappelez-vous au moment où on a été confinés et où on était tous devant nos ordinateurs à bosser, imaginez que quelqu'un vous dise « Ah bah non, ce soir tu mates pas ta série, hein, tu as quand même déjà passé 8 heures sur Excel là, pour ton boulot, tu vas pas en plus passer 2 heures devant l'écran pour regarder ta série. » Alors que nous, on avait juste envie de profiter un petit peu de la série qu'on aime bien. C'est la même chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tout dépend du contenu. Bien évidemment, un jeune qui passe 2 heures sur son PC pour aller justement faire ses devoirs, parce que les devoirs se font aujourd'hui sur PC, c'est pas ça qui va empêcher justement le fait d'avoir du temps récréatif après. Mais l'objectif, c'est que ça ne prenne pas de pas sur toutes les activités et qu'il y ait d'autres activités type musique, sport, sortie avec les copains ou autres. Et c'est ça en fait ces choses qui vont être importantes, c'est que encore une fois l'objectif c'est de passer par le dialogue, par l'échange, par la régulation par les parents au début et par une autorégulation, enfin une conduite vers l'autorégulation par la suite, et le fait de faire en sorte que l'écran ne devienne pas un lieu de conflit en fait entre les générations, mais plutôt en fait un espace bien sûr qui est investi par le jeune, mais qui est aussi compris un petit peu comme une activité comme une autre et qui doit être cadré et pensé comme ça. Et c'est ça en fait qui me semble important à comprendre, c'est que finalement quand on parle d'activité comme une autre, on parle du fait que aujourd'hui il y a finalement cette question de la culture des écrans qui est arrivée. Ça veut dire que justement c'est ce qui fait que même si vous êtes une famille qui n'est pas du tout avec les écrans à la maison, quand votre jeune va commencer à arriver en école élémentaire, il va revenir, il va commencer à vous parler de dessins animés, de jeux vidéo ou autre parce que ça en parle entre copains. Et cette culture des écrans, elle peut avoir un côté intéressant, elle peut amener plein de nouvelles choses, justement une culture assez éclectique, un rapport avec la sociabilité ou autre, le fait d'interagir avec les autres. Prenons le cas de l'adolescence encore une fois parce que c'est ce dont j'ai le moins parlé, mais sachez par exemple qu'à partir de 9-10 ans, les 80% des joueurs de jeux vidéo jouent en réseau. Donc jouent en fait pour jouer avec leurs copains plus que pour rechercher de la stimulation à travers le jeu. Par exemple, l'usage des réseaux aussi, qui est beaucoup plus un usage qui est poussé vers la relation avec les pairs, dont l'UNICEF a parlé dans son dernier rapport d'un effet boucle d'or avec l'usage d'Internet chez les ados. L'effet boucle d'or, vous connaissez tous l'histoire de boucle d'or. Boucle d'or, en fait, à la fin, quand elle arrive chez les oursons, elle va toujours trouver le bol à sa taille, la chaise à sa taille, le lit à sa taille, même si elle teste un peu les autres avant. Et ce que l'UNICEF a montré, c'est que dans la consommation des jeunes, c'est la même chose. Même si des fois ils tombent sur des contenus qui ne sont pas appropriés à leur âge, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils vont trouver généralement, c'est quand même quelque chose qui est adapté à leur âge et à leur consommation. Bref, tout ça pour dire que
Il y a, encore une fois, beaucoup d'angoisses qui peuvent arriver, et bien évidemment que des dérives, il y en a, et il faut les prendre en compte, mais il y a aussi des choses intéressantes qui peuvent se mettre en place. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait du dialogue et de l'échange pour qu'on puisse comprendre ce que les jeunes voient, ce que les jeunes font, comment ils interagissent et tout ça. Comprendre que, bien évidemment, les écrans peuvent rassembler, parce qu'avec les exemples que j'ai donnés, on peut jouer ensemble autour d'un écran, on peut regarder ensemble et tout ça aussi, mais bien évidemment qu'ils peuvent être utilisés pour séparer, et l'objectif c'est que ça ait le moins lieu possible, sauf à partir d'un certain moment, ou à l'adolescence, bien évidemment, on a besoin aussi de se détacher un petit peu des parents, et c'est le but de l'adolescent, et ça on l'a toujours fait, rappelez-vous quand vous étiez ado, les ados trouvent toujours un moyen pour pouvoir fuir un petit peu la famille. Alors par exemple aujourd'hui, les sociologues vont parler de Fortnite comme ce qu'étaient les skateparks dans les années 90. Il y a beaucoup de parents qui disent mais vous ne savez pas ce que nos enfants regardent sur les écrans, c'est très inquiétant et tout ça, et moi je leur rappelle souvent, ben moi si mes parents savaient ce que je faisais derrière l'église à 15 ans, je pense qu'ils auraient été tout autant inquiets quoi. Et ça c'est important aussi de comprendre que finalement l'adolescence c'est aussi cette période là, et donc oui les écrans vont pouvoir servir un petit peu d'espace pour pouvoir exister entre soi, avec les autres et un peu détaché des parents, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on laisse que ça, parce qu'il y a aussi besoin de moments familiaux, il y a besoin de laisser certes cet espace, mais aussi de pouvoir cadrer pour que d'autres activités puissent se faire ensemble et qu'il y ait toujours du partage et de l'interaction et toutes ces choses-là. Donc en fait, tout reste dans la question de la relation, et c'est ça en fait qui me paraît le plus important. Bien comprendre que aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est pas de se dire que l'écran a révolutionné les choses et que tout est différent, parce que en vrai, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, en fait, il faut juste faire attention à ne pas tomber dans le c'était mieux avant. Et ça, j'en parle parce que ça a toujours été le cas. Quand vous lisez aujourd'hui Platon qui parle de Socrate et que vous lisez le discours que Socrate avait sur les ados, rajoutez juste la phrase, et en plus ils sont tout le temps sur leur smartphone, et puis vous avez l'impression d'écouter un boomer d'aujourd'hui. Enfin, c'est impressionnant. Et ça, c'est pareil avec tout. Sachez que par exemple, milieu des années 1800, le chemin de fer est arrivé, et il y a des psys qui disaient que ça allait être la fin du couple parce que les hommes allaient prendre le train pour tromper leurs femmes et que justement tout allait être détruit. Alors que bon, heureusement aujourd'hui on se rend compte quand même que le chemin de fer c'est quand même vachement intéressant et écologique. Après 1900, on a commencé à attaquer les romans aussi, où on disait que ça allait pousser les gens à s'évader et à être en dehors de la vie. Le cinéma, début 1900 aussi, a été extrêmement attaqué, où on expliquait que c'était ultra dangereux parce que pareil, les gens allaient être déconnectés du réel. 1950, Frédéric Wertham, un psychiatre américain, a écrit La séduction des innocents, un livre qui explique que la bande dessinée était responsable de la délinquance juvénile. Et ce livre a conduit quand même à un véritable autodafé qui a brûlé énormément de comics et qui interdisait même les mots crime ou autres dans les BD américaines, parce que soi-disant c'est à cause de ça que les gamins faisaient des conneries. Et donc on voit bien aujourd'hui pourtant à quel point la BD est un côté intéressant et peut même amener vers un apprentissage de la lecture. Bref, tout a toujours été attaqué. Je vous renvoie aussi vers le livre de Ségolène Royal sur les mangas sortis dans les années 90, pardon. Et après, il y a eu les jeux vidéo, il y a eu la télévision, il y a eu le téléphone, il y a eu Internet. Moi, si je fais ma thèse là en ce moment, enfin si j'ai fini ma thèse sur les robots, c'est parce que je sais qu'après les écrans, on parlera des robots. Bref. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois qu'on tombe sur une nouveauté culturelle, sur une nouveauté sociétale, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce qu'on imagine toujours le pire. Bien évidemment que des dérives, il y en a. Bien évidemment que des dangers, il y en a, mais il y en a toujours eu et il y en aura toujours. L'objectif, c'est de pouvoir trouver un petit peu comment s'en protéger, comment échanger, et de se rendre compte que finalement, toutes les questions ont toujours été les mêmes. Comment j'interagis avec mon môme? Et on se rend compte en fait que le plus dur, en tant que parent, bah, c'est d'être parent en fait, et ça a toujours été ça. C'est comment réussir justement à faire en sorte que ça se passe bien avec nos enfants, à faire en sorte qu'on puisse être le meilleur parent possible, comment on fait en sorte de comprendre notre ado, qui lui justement a envie d'essayer d'être de moins en moins compris, et comment on fait en sorte finalement de mettre du lien, d'échanger ensemble pour pouvoir justement fermer le gouffre qui existe entre les générations actuellement, et justement faire en sorte que oui, on soit dans une relation familiale avec un outil certes qui est là, mais il y en aura bien un autre plus tard de toute façon, parce que finalement c'est comme ça que fonctionne la société. Donc l'objectif en fait à comprendre aujourd'hui, c'est que certes les écrans peuvent avoir des côtés justement entre guillemets un peu dangereux et un peu questionnants, mais comme tout finalement, et que l'objectif c'est toujours de questionner le rapport entre les parents et les enfants, les familles et tout ça, et de pouvoir justement faire en sorte d'échanger, de dialoguer, de partager, parce que c'est ça qui vaut le mieux. Donc parlez avec vos jeunes, échangez avec eux, faites-leur découvrir ce qui vous intéresse vous, mais écoutez aussi ce qui les intéresse eux, et finalement en fait c'est comme ça que vous ferez en sorte que tout ira pour le mieux dans la meilleure des familles quoi. Voilà, et il est 15h03, j'ai dépassé que de 3 minutes. Voilà.
Après, il y a aussi Est-ce que pas mal dans de les trucs. notices, il y a ce genre d'informations? Parce que mon inquiétude est la dérive. Hein. Je veux dire, l'enfant, devant cet écran, à cet âge-là, il est hypnotisé. Donc, c'est là où il sera le plus calme. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une dérive à un moment donné? Par exemple, j'ai envie de faire la vaisselle, je vais être tranquille, je vais mettre mon enfant, mon bébé devant. Et c'est sûr, il ne va pas bouger, il ne va rien dire. Et moins que quand il joue avec son hochet ou autre, ou à un moment donné, il est dans l'effort. Bah, je n'arrive pas à attraper, donc je vais ronchonner. Là, sur l'écran, il est tout puissant. J'appuie, oh, j'ai une girafe. Je veux dire, il est tout puissant, donc il ne dira rien. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une dérive, justement, sur C'est cette utilisation? Ouais, c'est là où je parlais tout à l'heure, par exemple, hein, du fait que les études montrent qu'il y a un gros clivage socio-économique parce que, encore une fois, une famille monoparentale, imaginez une maman seule avec 2 enfants, vous faites la douche au petit, vous êtes obligé de laisser l'autre devant l'écran parce que c'est compliqué à gérer. Enfin, je dis pas vous êtes obligé, mais en tout cas, il y a plus de difficultés. Nous, ce qu'on a essayé de faire là dernièrement, alors là, pour la petite histoire, hein, on avait demandé à ce que sur tous les écrans, enfin sur toutes les boîtes d'écran qu'on achète, il y ait la petite information peut nuire au développement de l'enfant de moins de 3 ans, un peu comme les manger, bouger ou Vous autre. savez bien comme moi que ça ne va pas être plus regardé Bah, que de toute ça. façon, ça n'a même pas été accepté, ça faisait pas partie de l'agenda ministériel, donc Même moi, je voilà. ne lis pas les Il notices, y a hein, du travail à j'avoue. faire là-dedans. En fait, nous, l'objectif, c'est surtout de se dire que ça doit passer plutôt. Alors, il faut que ça passe quand même sur un plan législatif, et là, il y a un gros rôle à faire de la part des politiques, mais il faut aussi que ça passe beaucoup par la prévention et donc la formation des professionnels de santé. Et aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus justement de médecins de PMI, de personnel de crèche ou autres qui commencent en fait à se poser ces questions-là. Et ce sont ces interlocuteurs-là qui vont avoir le meilleur impact. Aujourd'hui, là, j'ai été jury pour une thèse de... Non, pas jury, non, j'ai été jury pour une thèse de médecine qui commençait à s'intéresser justement sur le comment aborder ces questions-là avec les jeunes médecins. Et là, dernièrement, je fais partie des experts qui ont été interviewés pour une autre thèse de médecine sur justement la création de questionnaires pour les médecins spécifiquement dédié à la question des écrans. Et en fait, c'est un questionnaire très rapide pour que les médecins puissent le faire rapidement lors des premières consultations, avec des cases à cocher et en fonction, en fait, se dire bon bah là, il y a peut-être un souci lié à la consommation des Mais écrans, là, et donc je vais mettre en là, place on une a prévention. besoin d'outils pour les parents, parce que nos consultations sont déjà assez chargées. Mais je sais bien. Donc après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des supports vidéo, parce que c'est vrai, comme vous dites, c'est très bien, hein, ça fait partager l'information. Supports vidéo, des supports écrits. D'ailleurs, ici, on est venu aussi, je veux dire, les parents sont venus aussi pour avoir des informations. Et ces informations, vous pouvez les donner Ouais, sous sachez déjà que sur notre site, toutes nos affiches sont disponibles gratuitement. On les a en 11 langues en plus, on les a même en corse, voilà. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les afficher un peu partout, dans les salles d'attente ou autres. On en parlait tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que dans nos salles d'attente, enfin, je sais pas vous, mais moi, par exemple, je fais en sorte... Alors après, quand ils viennent me voir, les gens, vu que c'est un peu ma spé et qu'ils viennent par rapport aux problématiques des écrans, moi, ils évitent trop de les sortir quand même, parce que ça serait un peu le comble quand même. On va chez le psy spécialisé dans les écrans pour travailler sur le fait qu'il y ait moins d'écrans. Enfin, moi, ils l'utilisent pas trop, mais je sais que j'ai pas mal de collègues qui me disent la place omniprésente des écrans dans les salles d'attente. Au restaurant aussi, c'est assez énorme. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ça arrive des fois d'avoir des familles où tout le monde, parents comme enfants, sont sur leur écran. Et quelle est la place de l'enfant dans tout ça, tout à fait. Et après, par contre, se pose une autre question. Encore une fois, c'est pas que la question de l'écran. Moi, il y a une histoire que j'aime bien raconter. L'autre jour, j'étais au restaurant. Enfin, l'autre jour, il y a 6 mois, j'étais au restaurant avec une amie. Et il y avait une table à côté de nous. Il y avait 2 parents et leurs 2 ados, je sais pas, qui doivent avoir entre 12 et 16 ans. Et les 2 ados étaient sur leur smartphone. Et puis moi, j'étais en train de manger, sauf que je regarde un peu la table d'à côté et je me dis voilà, ça y est, les 2 sur leur smartphone, personne discute. Enfin, voilà, c'est un peu dur, quoi. Pas de relation à cause de l'écran. Je continue à discuter avec ma copine, on mange et tout. Et en fait, 20 minutes après, je regarde encore la table. Et en fait, là, les ados avaient posé leur smartphone. Et tout le monde mangeait dans un silence de mort. Et en fait, personne ne communiquait. Et là, je me suis dit, oh la vache, mais ressortez votre smartphone, quoi. Faites quelque chose de vivant, quoi, parce que là, c'est pas possible. Et en fait, on voit bien que le problème venait pas du smartphone en lui-même, mais venait du fait qu'il y avait déjà de base aucune communication dans la famille. Et qu'en fait, le smartphone venait peut-être ici aussi compenser le fait qu'il y avait 0 interaction. Et donc, du coup, ils allaient chercher une interaction ailleurs. Ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent, justement, dans l'usage des réseaux sociaux, des jeux vidéo ou autres. Donc, le but, encore une fois, c'est que pour moi, la prévention doit se faire pas uniquement sur la question des écrans, mais vraiment sur la question de interagissez et jouer ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, des semaines sans écran. Alors nous, on préfère appeler ça les semaines pour apprivoiser, on trouve ça plus joli, mais vous savez, c'est des initiatives qui sont mises en place
par des collectivités, souvent par des mairies, où en fait c'est géré avec les écoles normalement, et où on dit avec les enfants et les parents, pendant une semaine, on essaie de ne pas regarder les écrans du tout, et les enfants ils vont avoir un petit truc à cocher pour voir est-ce que je suis allé sur l'écran ou pas aujourd'hui. Alors déjà c'est assez marrant de voir que c'est vraiment un travail pour la famille entière, et donc ça c'est très intéressant, c'est une bonne campagne, c'est un peu comme les mois sans alcool ou sans tabac, mais sauf que là du coup c'est sans écran. Mais, pardon. Mais surtout pour que ça marche, le but c'est de ne pas faire uniquement ça, parce que ça ne va pas servir vraiment, parce qu'au pire les gens font ça pendant une semaine et puis après ils s'en foutent quoi. En fait généralement pour que ça puisse avoir un vrai impact, on demande à ce qu'en même temps il y ait les associations sportives qui s'ouvrent et qui proposent des activités gratuites, qu'il y ait par exemple la médiathèque qui propose des activités de lecture aux jeunes avec les familles, qu'il y ait telle ou telle activité qui puisse se mettre en place ou autre, parce que l'objectif c'est pas de dire couper les écrans, c'est de dire regardez ce que vous pouvez faire sans les écrans et regardez ce que vous pouvez faire ensemble. Et le but, en fait, c'est de recréer du lien, finalement, entre les parents et les enfants, de faire en sorte de remettre en place de la relation et de redonner goût, en fait, finalement, à ça, pour que l'écran ne devienne plus le refuge qui vient combler le manque d'activité, mais que ça devienne juste une activité parmi tant d'autres, quoi. En tout cas, moi, dans ma profession, c'est vrai que j'ai un peu peur de ce que vous avez dit sur l'écran éducatif avant 3 ans, parce que j'ai peur qu'il ne soit pas bien utilisé. Voilà. Ah oui, mais de toute façon, que je le dise ou que je le dise pas, ça ne changera rien, hein, vous savez. En vrai. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas aller contre les entreprises et le lobbying voilà. Et tout ça, ça c'est sûr. Donc en fait, après, moi je parle juste de l'actualité de la recherche sur ce plan-là. Mais en tout cas, j'espère que vous arriverez à un moment donné mettre sur cette notice, et en gros, qu'il faut que ce soit avec le parent. Ah bah nous, ce qu'on met sur nos affiches, de toute façon, vous le verrez, hein, si vous les regardez bien, on dit clairement les écrans interactifs avant 3 ans, à partir du moment où c'est sur des temps courts, accompagné, pour jouer et alterner avec d'autres activités. C'est les 4 points qui sont à respecter pour que ça puisse être intéressant. C'est un peu comme le principe quand on dit bah oui le chocolat pourquoi pas tant que c'est pas 8 kilos quoi. Et en fait c'est à peu près la même chose aussi, c'est justement le fait de penser à une diététique des écrans en fait, vraiment. Ouais. Allô? Oui. Bonsoir, donc je me présente, j'ai 43 ans, je suis papa de plusieurs enfants et je suis confronté justement à l'exposition quotidienne d'écran. Donc moi-même, je suis consommateur d'écran, jeux vidéo, cinéma, séries et tout ça. Bien. Donc quand j'ai lu les premières lignes du livre de Michel Desmurger, que en fait je m'apercevais que mon enfant était au niveau de son exposition active à 50%, pardon, excusez-moi, à 50% sur des écrans, je me dis son cerveau est coupé en fait à 50% de sa journée active. Donc je suis un petit peu inquiet quoi. Après, je vous cache pas que également moi, je consomme de l'écran et de la même façon. Et que je pars du principe où, bon, ça peut être quelque chose éventuellement de l'écran pour chercher de l'information, et que je contrôle en fait ce que mes enfants regardent. Je regarde ce que fait Squeezie, ce que fait Norman, ce que fait Michou, ce que fait machin. Voilà, ça choque personne en fait ce que je dis là. Non. Voilà. Donc je regarde un petit peu, je regarde Fortnite, j'ai joué à Fortnite, j'ai participé à Fortnite, je regarde, j'organise Fortnite. Ok, très bien. Ce qui se passe, c'est qu'en fait Fortnite, c'est ultra addictif, quoi. Je joue à Diablo. Ça vous choque, Diablo, ça vous parle? Ah oui, non, c'est très Diablo, voilà, boum. J'en bouffe et tout, et c'est parti. Et on voit que en fait, c'est addictif, que ça marche. Mais si vous contrôlez, si vous regardez, Fortnite, j'ai joué avec mes fils. Je vais vous dire une expérience. Moi, j'adore Fortnite, j'adore les jeux Call of Duty, j'adore tout ça. Je suis parti, j'ai vu mes fils. Je leur dis, les gars, on va jouer à Fortnite, on va y aller. On va jouer pendant 1h30. Contrôlé. C'est-à-dire, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Et on joue ensemble, et c'est pas le casque, c'est pas je vais machin, c'est pas hop, c'est on est les 3. Papa et les 2 fils. Ok. J'ai un petit peu de technique, ça fait un petit peu de temps que je joue au jeu, je sais comment ça marche, les embuscades, les snipers, le corps à corps, voilà.
Je sais comment ça marche. Ok, on s'organise, communique. On se met sur la colline. Ouais. On communique, bam, 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 et on joue, et boum, ça part. Seulement, ça marche pas. Parce que j'ai un fils qui va, et qu'en fait, c'est automatique. C'est quand je prends mon téléphone, j'ai une information, j'ai du TikTok, j'ai du machin, j'ai du truc, et qu'en fait, on joue pas en groupe. On joue pas en groupe. Donc, voilà, je pense qu'il y a une réelle réflexion sur les écrans. Je ne suis absolument pas du tout fermé. Je pense que c'est quelque chose de positif, qu'il y a quelque chose à faire, le e-sport, mais qu'il y a quelque chose à penser. Voilà. Merci. Alors c'est compliqué pour moi parce que là vous me posez une question qui est très intéressante et sauf que généralement moi quand je parle de l'addiction aux écrans c'est une conférence d'1 heure et demie à elle entière donc je vais essayer de vous répondre en 5 minutes. Au pire je vous filerai des sources après si vous êtes intéressé pour creuser un peu plus ce sujet mais il faut savoir que clairement déjà quand on parle d'addiction, l'addiction aux écrans en général n'existe pas et n'est pas reconnue par la communauté internationale et le seul sujet sur lequel il peut y avoir un débat sur la question de l'addiction c'est les jeux vidéo. Pas n'importe quel jeu vidéo, généralement c'est les jeux vidéo en ligne depuis que la classification internationale des maladies, donc la CIM 11, a fait rentrer dans du coup sa nouvelle classification une entrée pour les troubles du jeu vidéo dans la catégorie des addictions comportementales. C'est un peu complexe parce que c'est un sujet qui est encore en débat aujourd'hui, il n'y a pas de consensus entre les chercheurs sur l'existence en fait réelle d'une addiction aux jeux vidéo, puisque de toute façon on parle de troubles plus que d'une addiction et qu'en plus pour que le diagnostic soit posé, il faut qu'il y ait une persistance des troubles sur au moins 12 mois avec une coupure nette des interactions sociales par exemple et des problématiques compulsives et une perte du contrôle de l'impulsion pardon. Et ce qui est un peu emmerdant parce que du coup on se retrouve avec un diagnostic qui peut être posé aussi bien chez les ados que chez l'adulte alors qu'un des critères diagnostiques qui est le perte du contrôle de l'impulsion se retrouve en fait impossible à diagnostiquer chez l'ado puisque comme je disais tout à l'heure le contrôle de l'impulsion ne se met en place qu'à partir de 22 ans. L'autre point un peu compliqué, je fais vite parce que j'ai que 5 minutes, l'autre point un peu compliqué c'est aussi le fait que d'un point de vue neurologique, il faut savoir que les jeux vidéo ne vont avoir un impact que sur le système dopaminergique et que l'INSERM a montré dans les années 2005 à peu près que pour parler d'addiction, il faut qu'on soit sur un autre système qui va toucher plutôt une balance entre la noradrénaline et la sérotonine qui ne sont pas impactés en fait par la pratique du jeu vidéo. Autre point aussi, c'est qu'on remarque, contrairement aux autres addictions, même comportementales, en fait, l'addiction comportementale la plus connue, c'est le gambling, c'est l'addiction au jeu d'argent. On remarque qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage ni de risque de rechute, par exemple. Et on remarque aussi un autre point, c'est le fait que le problème, c'est que le jeu vidéo va plutôt être à penser sous deux formes, une forme pathologique et une forme excessive. La forme excessive du jeu vidéo va plus être en lien avec une difficulté que l'ado va avoir à pouvoir se poser un cadre et à pouvoir respecter en fait les limites du jeu, donc savoir accepter le fait de pouvoir s'arrêter ou des choses comme ça. Et finalement, ça va plus venir d'une problématique d'acceptation des limites en fait et un accompagnement familial qui peut se mettre en place pour ça. Et le jeu pathologique va plus être à penser sur le fait que aujourd'hui les études montrent par exemple qu'un usage excessif des jeux vidéo à l'adolescence va pouvoir être en lien avec soit des grosses difficultés, soit des difficultés propres à l'adolescence, donc crise d'adolescence, angoisse d'abandon, angoisse de séparation ou trucs comme ça, ou dans les cas les plus graves, et c'est généralement ce qu'on retrouve, c'est faisant suite à une dépression à l'adolescence ou à d'autres problématiques, notamment dans le rapport à soi ou le rapport aux autres, qui va faire en fait que le jeu vidéo va servir de refuge justement pour couper un peu court à la réalité qui est trop anxiogène. Donc en fait, pour faire simple, on peut dire qu'il y a à peu près 80% des joueurs excessifs qui vont plus être alliés en fait à des jeunes qui aiment cette pratique-là, mais ont des difficultés à supporter les limites et le cadre. Et pour 10%, on est plus sur une problématique qui présente une pathologie sous-jacente avec en fait un usage problématique des jeux vidéo qui va plus venir en fait au second plan en tant que symptôme secondaire et qui très généralement en fait est lié à une dépression. En tout cas, ce qui est important à comprendre dans votre histoire, c'est que c'est très bien ce que vous faites. Vous interagissez avec vos jeunes, vous jouez ensemble, vous faites tout ça, et il y a des choses qui se passent. Et en plus, vous essayez de travailler justement sur le fait d'être dans l'interaction et la coopération. C'est un travail, c'est pas quelque chose d'inné. Essayez de jouer aux jeux de société avec vos gamins, vous risquez d'en avoir un qui va jeter la table, qu'il y en a un qui va pas écouter, il y en a un qui en aura marre ou des choses comme ça. Et vous passez à travers un média ludique qui leur plaît, et en fait en partageant leur plaisir, pour essayer de leur apprendre une autre manière de jouer, une activité. Ce que vous faites, c'est une activité père-fils qui est totalement pertinente, comme quand on part à la pêche avec son gamin, parce qu'on aime pêcher, et que finalement, en fait, ce qui est sympa, c'est le fait de passer un temps entre père et fils. Donc en fait ce que vous faites c'est top. Alors certes les jeunes ne vont pas forcément avoir la même manière de jouer que vous, ils vont avoir d'autres manières d'interagir ou des choses comme ça, mais
finalement c'est cool ce dont vous parlez. Et il y a bien sûr des difficultés dans le sens où au bout d'un moment il y a forcément une différenciation qui va se faire, parce qu'encore une fois les ados ils aiment bien jouer avec leur père, mais ils aiment bien aussi faire d'autres choses et se détacher, et ça se voit aussi dans leur manière de jouer. Mais faut que vous continuiez si ça vous plaît, parce que c'est vraiment bien en fait de faire ça. Et justement, en fait, vous êtes en train de montrer aux jeunes que vous êtes capable aussi de vous intéresser à leur univers et de leur apporter quelque chose qui vous appartient à vous, qui est cette sentiment de cohésion, cette envie de faire une équipe ou autre, et justement de leur apporter en fait justement des capacités d'interaction sociale et on va dire une sorte de philosophie de vie en fait que vous allez essayer de partager à travers en fait une activité ludique. Donc c'est top, faut continuer comme ça, c'est très très bien. Je peux répondre ? Ah bah oui. S'il vous plaît, excusez-moi, je monopolise un peu, je suis désolé. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous en fait. Si vous voulez que, en fait, sur le concept de jeu vidéo sur Fortnite, on peut arriver à un point où on est sur une cohésion totale en fait, on est sur une cohésion père-fils et ça fonctionne quoi. Et je vous rejoins complètement de l'autre côté sur des jeux de plateau par exemple, sur comment ça s'appelle, Time's Up par exemple. Vous prenez Avalon, vous prenez des jeux de plateau. Moi, ma conception première, jouer avec mes enfants, c'est de la conception de plateau en fait, c'est pas de la conception numérique. Parce qu'il y a l'interaction, on met en place, on joue, il y a des dés, ça tombe, vous voyez. Et c'est le premier but, c'est l'interaction, c'est de la cohésion en fait. Et j'ai l'impression que, en fait, comment vous dire, quand vous avez Internet, quand vous avez votre téléphone, que vous avez tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. En fait, mes fils fonctionnent tout de suite. En fait, c'est on prépare un sac pour aller en vacances, c'est on prépare le sac tout de suite. Comme Internet, comme Google. On prépare, je sais pas, n'importe quoi, à manger. On fait à manger, c'est tout de suite. Parce que Google, Internet, c'est rapide, tu as la recette, tu prends, hop, tout de suite. Et alors après, prendre le si ça temps, peut vous rassurer, prendre le temps sachez un que petit peu. les ados ont du tout de suite, mais les adultes aussi, hein, avec l'arrivée des nouveaux services ou autres, mais qu'il y a plein de choses qui font que le tout de suite n'est pas partout pour eux. Dès que votre ado, il va commencer pour la première fois de sa vie à tomber amoureux, il va découvrir ce que c'est que le pas tout de suite, quoi. Et ça existera toujours en fait là-dessus, et c'est justement dans ces choses-là hein, que on continue à apprendre aussi, quoi, du coup. Moi, je me demandais s'il y avait vous voyez une évolution dans la manière de pratiquer le jeu, justement, comme disait ce papa. Est-ce que on a des joueurs aujourd'hui qui, en même temps qu'ils jouent, regardent davantage leur téléphone, sont à droite, à gauche, ou est-ce qu'ils arrivent à se concentrer sur leur jeu ? Est-ce que Alors, des évolutions, il y en a plein. Alors, par rapport à votre question précise sur la question de l'attention, par exemple, on sait que là où la culture du livre, au début, privilégiait surtout ce qu'on appelle la deep attention, donc l'attention profonde, c'est vraiment le fait d'être très attentif à ce qu'on est en train de faire ou autre. La culture des écrans va amener vers une hyper attention, donc vous savez, le fait d'être attentif à plein de choses en même temps. Mais c'est ce que je disais, par exemple, tout à l'heure, quand je prenais l'exemple du JT. Le fait qu'aujourd'hui dans les JT, vous voyez même des fois il y a 4 écrans en même temps avec les 4 personnes qui interagissent, vous savez, dans 4 lieux différents par exemple, et vous arrivez à être attentif à plein de choses. Et c'est ce qu'on va retrouver avec les jeunes qui vont regarder un film en même temps et sur leur téléphone portable ou faire des choses comme ça. C'est un autre type d'attention, ça prend pas le pas sur l'autre, mais c'est un autre type d'attention qui va être en fait stimulé, qui existait déjà avant mais qui est stimulé d'une autre manière. Les évolutions en fait on les voit sur plein de choses finalement, mais c'est plus des évolutions sociales que des évolutions plutôt, on va dire, de capacité psychique, entre guillemets, quoi. Par exemple, Jean Twenge, qui est une sociologue américaine, je crois, a fait une étude sur les nouvelles générations d'ados et a montré que du côté négatif, on remarque qu'aujourd'hui chez les ados, il y a plus d'états dépressifs. Mais qu'en même temps, on remarque chez les ados aussi qu'il y a beaucoup plus de mobilisation et d'intérêt pour l'écologie, la politique ou autre, ce qui vient aussi de la part des réseaux. Parce qu'on communique beaucoup plus, on échange beaucoup plus et tout ça. Vous savez, il y a une fameuse phrase, je ne sais pas si vous l'avez entendue celle-là, mais elle avait fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a 2-3 ans. C'était Umberto Eco qui se plaignait du fait que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a n'importe qui pouvait prendre la parole et pouvait se faire entendre de GG le PMU jusqu'au président de la République.
Et en fait, moi, je fais partie de cette génération qui considère qu'en fait, c'est bien qu'on puisse entendre n'importe qui, parce que n'importe qui peut avoir des discours très intéressants, et que justement, quand on entend certains de nos ministres, je trouve que GG du PMU, il dit des fois des choses beaucoup plus pertinentes, quoi. Et du coup, en fait, ça a permis aujourd'hui ces choses-là aussi. Ça a permis le fait que le rapport au savoir a changé. Par exemple, l'exemple parfait pour les changements du rapport au savoir qu'on a eu et aux apprentissages, c'est Wikipédia. Avant, il y avait une culture très verticale entre celui qui a le savoir et celui qui reçoit le savoir. Et d'ailleurs, quand vous regardez les anciennes facs, le prof de fac, il était sur une estrade de 4 mètres de haut et il dominait tout le monde. C'était vraiment comme si vous avez lu Foucault, le rapport savoir-pouvoir, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de l'horizontalité du savoir qui est arrivé aussi. Tout le monde participe au partage du savoir. Wikipédia, quand vous y allez, c'est fait par toute la communauté, par exemple. C'est ce qui fait qu'il y a une explosion aussi des contenus comme la vulgarisation scientifique sur YouTube. C'est ce qui fait qu'on commence à parler aussi de la classe inversée ou du fait de pouvoir être plus acteur aussi dans les apprentissages. C'est des changements qui peuvent avoir lieu, ils sont pas nés, ils sont pas apparus avec l'arrivée des écrans, parce que tout ça, ça existait déjà, mais ils sont stimulés d'une autre manière par l'usage qu'on en fait et par les outils technologiques qui ont pu être apportés. Je prends un exemple pour expliquer ça. Vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la pensée hypothético-déductive. Vous savez, c'est un truc qui a été théorisé par Claude Bernard, donc ça date maintenant quand même, hein, mais c'est le principe de l'essai-erreur. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien donner sur le côté de la pensée hypothético-déductive en lien avec les écrans, c'est papy-mamie veulent installer la TNT à la maison. Parce que l'histoire, c'est quoi? Papy et mamie veulent installer la TNT à la maison, ils veulent pas le faire parce qu'ils disent, moi, j'y comprends rien à ces trucs-là. Si j'y touche, je vais tout casser. Donc, ils vont appeler le petit-fils. Et le petit-fils, lui, en fait, il sait pas faire non plus, mais il va prendre la télécommande, il va appuyer sur plein de boutons et jusqu'à la fin, il va trouver le bon bouton et il saura faire. Et là, il a utilisé en fait la pensée hypothético-déductive. J'essaye, c'est pas ce bouton-là. J'essaye, c'est pas ce bouton-là. Là, j'essaye. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Maintenant, je sais faire. Et en fait, aujourd'hui, plus les technologies avancent et plus on pousse en fait vers cette pensée hypothético-déductive. Regardez, avant, quand on recevait un appareil technologique, on avait un annuaire comme notice qu'on lisait avant de l'utiliser, alors qu'aujourd'hui on n'a plus rien, on teste en touchant et tout ça. Et bien là, on voit que le changement, il est dans le sens où les écrans poussent à cette pensée hypothético-déductive. C'est quelque chose qu'on avait déjà avant, mais par contre, c'est plus stimulé aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'on peut avoir cette illusion en fait de moins maîtriser que les jeunes, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont une manière autre d'apprendre les choses. Mais je vois que vous voulez dire quelque chose. Bah, bien sûr. Bien. Bah oui. Mais en fait, il faut bien comprendre que ça, par exemple, c'est un exemple très intéressant. On va parler du bricolage en général. Souvent, on dit les jeunes d'aujourd'hui, ils savent plus bricoler, mais vous savez, c'est pas inné le bricolage. Donc, si toute notre vie, on est accompagné par un papa ou une maman qui aime bricoler et qu'en fait, on les accompagne dans l'atelier de bricolage ou autre, et ben en fait, on va avoir une appétence différente. On est accompagné là-dedans et tout ça, et plus on en fait, et plus on sait faire. C'est le même principe que le GPS. Les gens disent, vous savez, ouais, depuis qu'il y a le GPS, les gens savent plus lire une carte. Mais sauf qu'avant, c'était pas inné de lire une carte, il fallait prendre le temps de l'apprendre aussi. Sauf qu'avec l'arrivée du GPS, on n'a plus besoin de prendre le temps de l'apprendre. Donc forcément, les gens savent plus lire de cartes, mais si les gens prenaient le temps de les lire, ils sauraient faire. En fait, c'est encore une fois, c'est pas la technologie qui empêche de savoir. C'est juste que par contre, si avec la technologie on développe des choses et qu'on ne travaille pas les autres, forcément, on ne saura pas faire. Vous voyez, par exemple, moi, je ne sais pas faire de couture, mais parce que j'en ai jamais rien eu à faire et que j'ai jamais voulu apprendre à coudre. Donc bien évidemment que je ne saurais pas coudre. Mais par contre, je sais coder en C++, parce que ça m'a intéressé. Mais c'est pas parce que je sais coder en C++ que je sais pas coudre. Ça n'aurait rien à voir. Et c'est pas parce que ma grand-mère sait coudre qu'elle sait pas coudre en C++. Voilà. En fait, le but, c'est encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure avec les jeux d'encastrement, c'est pas parce que vous savez le faire sur une tablette que vous saurez le faire avec un vrai jeu d'encastrement. Parce que de toute façon, pour développer les capacités nécessaires pour pouvoir faire une activité, faut pouvoir justement faire en sorte de stimuler ces capacités-là, en fait. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage. Et le transfert d'apprentissage, il y en a avec plein d'activités différentes. C'est pas forcément. Il peut y en avoir aussi avec les activités numériques, comme il peut ne pas y en avoir avec les activités non numériques. Enfin, tout dépend de la capacité qui est travaillée, de quelle manière elle est travaillée, comment elle l'est, à quel niveau et tout ça. Le transfert d'apprentissage est possible en fait partout. Par exemple, les études ont montré que le fait d'apprendre sur un support interactif à partir de 5 ans à peu près peut favoriser aussi le transfert d'apprentissage. Mais il faut que le support soit interactif et qu'on soit
actif dedans et non passif, mais que ça peut par exemple stimuler le transfert d'apprentissage. Mais ça vous apprendra quand même pas à mettre un filet de volée sur des arbres. Parce que ça, c'est un truc qui se stimule en faisant autre chose que de l'interactif. Mais ça, c'est évident. Je veux dire, c'est le même principe que apprendre à nager dans Mario, ça va pas vous aider à nager à la piscine. Mais tout comme, par exemple, apprendre à nager à la piscine ne va pas vous rendre meilleur à Mario, quoi. Et en fait, l'objectif, c'est juste de se dire que chaque activité va stimuler telle ou telle capacité. Et justement, c'est pour ça que pour le bien des gamins, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut multiplier toutes les activités. Et donc, en fait, les écrans vont stimuler pas mal de capacités différentes. Les jeux vidéo, par exemple, vont stimuler la concentration, la prise de décision rapide, les capacités de créativité et d'innovation, les capacités de stratégie et de coopération. Ça, c'est des choses qui sont en fait stimulées par les jeux vidéo, mais ça ne va pas stimuler d'autres capacités qui sont quand même essentielles, d'où le fait que pour l'intérêt du gamin dans son développement, c'est important de pouvoir faire en sorte de multiplier toutes les activités, et surtout que ce soit des activités accompagnées. Parce qu'encore une fois, filer un marteau et des clous à un gamin, ça ne va pas forcément l'apprendre à bricoler. Alors que par contre, lui apprendre à bricoler en étant avec lui, c'est comme ça qu'il va apprendre. C'est pas juste en ayant les outils dans la main, en fait. Et c'est ça l'important, c'est dans l'interaction et dans l'échange que les choses se développent, en fait. Merci beaucoup. Il est l'heure de s'arrêter, c'est ça ? Oui, okay. Désolé. N'hésitez pas, sur notre site, on a plein de références, sur le bouquin, on a plein de références. Enfin, si vous voulez creuser le sujet, vous n'hésitez pas, il y a encore plein de choses qu'on peut dire, quoi.